Avec l'arrestation de Tyler James Robinson, le suspect dans le meurtre de Charlie Kirk, nous venons d'obtenir de tout nouveaux documents judiciaires. Nous évoquons des accusations potentielles et la caution. Nous parlons maintenant d'une nouvelle chronologie détaillée des événements et nous allons l'analyser pour vous en temps réel. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Ici, sur Sidebar, nous faisons quelque chose de très différent. Nous allons décortiquer ces documents juridiques que nous venons tout juste d'obtenir, en temps réel, sans préparation. Je suis littéralement en train de regarder ça en ce moment. Ce sont de nouveaux documents qui viennent d'être déposés en lien avec l'arrestation de Tyler James Robinson, le jeune homme de 22 ans, soupçonné d'avoir tué Charlie Kirk. Alors, qu'est-ce que j'ai entre les mains? J'ai une déclaration sous serment de cause probable. J'ai une ordonnance d'un juge lui refusant la libération sous caution et ensuite un rapport d'évaluation de la sécurité publique. Je vais tout vous expliquer en direct. Il n'a pas encore été inculpé officiellement, mais voici les chefs d'accusation pour sa garde à vue. Je veux inviter l'avocat plaidant Rich Schonstein qui va analyser tout cela avec moi en temps réel, donc nous regardons cela ensemble. Rich, ravi de te voir. Au fait, super décor, c'est réel ou c'est de l'intelligence artificielle? Ça a l'air d'être une bonne idée. Oui? Non. C'est la vraie maison de mon vrai frère à Columbus, dans l'Ohio. A l'air bien. Ça a l'air bien. D'accord. Donc, ce que je veux faire en premier, c'est examiner cette déclaration sous serment de cause probable qui a conduit à son arrestation. Il est inculpé, nous allons détailler les accusations. Il va être inculpé, ou du moins, il a déjà été enregistré pour meurtre aggravé, décharge illégale d'une arme à feu ayant causé des blessures graves, obstruction à la justice et conduite criminelle de premier degré passible de la peine capitale. Avant d'aller plus loin, Rich, voici en résumé ce dont il pourrait être inculpé. C'est ce que les procureurs pourraient se viser. Cela pourrait être modifié d'une certaine manière. À ce stade, cela semble bien correspondre aux allégations. En gros, les chefs d'accusation ici sont le meurtre, le tir illégal d'une arme à feu en public là où il l'a fait, et l'entrave à la justice, ce qui, je pense, signifie la fuite. Et comme vous le dites, il y a d'autres crimes possibles qui pourraient ou non être ajoutés plus tard. Alors, laissez-moi lire toute cette déclaration de cause probable. Et il est écrit, je crois qu'il y a une cause probable pour inculper le prévenu de ses chefs d'accusation. Je pense que cela vient d'un agent ayant procédé à l'arrestation, mais je vérifierai ensuite. Brian Davis, agent, dans le comté d'Utah, Utah. D'accord. Je crois qu'il existe des motifs raisonnables d'inculper le prévenu de ses chefs d'accusation parce que les informations suivantes ont été obtenues par votre déposant auprès des agents de police de plusieurs enregistrements vidéo publiés sur des sites de réseaux sociaux, des caméras de surveillance du campus de l'Université de la Vallée de l'Utah et de ceux qui y ont été témoins de l'incident. Le 10 septembre 2025, Charles James Kirk se trouvait sur le campus de l'Université de la Vallée de l'Utah, UVU, à Orem, Utah, pour un événement politique. Monsieur Kirk, militant politique conservateur, devait s'exprimer lors d'un événement dans la cour du campus de l'UVU. La cour se trouve à l'ouest du bâtiment Law Center. D'après les enregistrements vidéo, Charles portait un t-shirt blanc et un pantalon foncé, assis sous un auvent blanc dans une cour du campus, faisant face à l'est. L'événement a rassemblé des centaines de personnes. Charles était entouré de personnes avec plusieurs individus à sa gauche, à sa droite et derrière lui devant l'auvent. Derrière l'auvent, une allée permettait d'accéder à plusieurs zones de l'université. Charles tenait un micro et s'adressait à la foule. Alors qu'il parlait dans le micro, un coup de feu retentissant a été entendu vers 12h23 et Charles semblait avoir été touché au cou. C'est intéressant, j'avais évoqué ce sujet. Certains pensaient qu'il avait été touché à la poitrine, puis au cou par ricochet, mais ici on dit qu'il a été touché directement au cou. Du sang a été vu s'écoulant du côté gauche de son cou alors qu'il tombait sur sa gauche. Charles a été emmené à l'hôpital régional de Pinagos à Orem. Désolé si je prononce mal ce nom. Charles a été déclaré mort à l'hôpital. Les enquêteurs ont examiné les caméras de surveillance de l'Université de la Vallée de l'Utah. Les enquêteurs ont vu un individu sur le toit du Law City Center à l'UVU lors de la fusillade grâce aux caméras de surveillance. Désormais, l'individu non identifié sera désigné comme le suspect. D'après les images des caméras de surveillance, le suspect semble être un homme blanc, aux cheveux foncés, portant un chapeau foncé, des lunettes de soleil, une chemise noire à manches longues avec une image du drapeau américain et un aigle imprimé sur la chemise. Un jean foncé et des chaussures gris-blanc avec des lacets blancs.
Les chaussures semblent correspondre au style Chuck Taylor Converse. Nous suivons cette histoire depuis le début. Et vous savez, l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons vraiment nous plonger dans ces affaires et ces histoires, c'est grâce au soutien incroyable que nous recevons de nos sponsors comme Upside. Maintenant, Upside est génial. C'est une application gratuite qui vous permet de recevoir du cashback lorsque vous achetez des produits essentiels au quotidien. Donc, je fais le plein d'essence, je peux utiliser Upside, je vais déjeuner à l'extérieur, je peux utiliser Upside, j'achète quelque chose dans une supérette, je peux utiliser Upside. Et pourquoi ne pas recevoir du cashback quand je fais toutes ces choses? Non, oui, c'est vraiment du cashback. L'argent apparaît dans Upside et se transfère sur votre compte bancaire. Après avoir téléchargé l'application gratuite, choisissez une offre pour vos achats liens sur Upside. Vous payez comme d'habitude avec une carte de débit ou de crédit. Vous suivez les étapes sur l'application, vous êtes payé. Donc, pour savoir combien vous pouvez gagner, cliquez sur le lien dans la description pour télécharger Upside ou scannez le code QR à l'écran et assurez-vous d'utiliser notre code promo SEEDBAR car vous recevrez 25 centimes supplémentaires Bellar par gallon sur votre premier plein d'essence. Le suspect porte également un sac à dos de couleur sombre sur le dos. Le suspect marche avec une démarche distinctive. Avant la fusillade, le suspect semble marcher avec une jambe droite raide et à un rythme relativement lent. Le suspect semble avoir une mobilité réduite de la jambe droite. Les enquêteurs ont suivi les suspects sur le campus de l'UVU dès 11h50 le 10 septembre 2025. Vers 11h50, une caméra de surveillance de l'UVU a capté pour la première fois le suspect traversant une zone herbeuse au nord de Campus Drive, près de 800 Ouest. Nous savions pour les images de surveillance, mais maintenant nous allons dans les détails. Un suspect a traversé le parking vers le sud et s'est dirigé vers un tunnel piétonnier sous Campus Drive. Avant d'entrer dans le tunnel, le suspect s'est arrêté en haut des escaliers et a sorti ce qui semblait être un téléphone portable de sa poche droite avec sa main droite vers 11h53. Le suspect a finalement remis ce qui semblait être un téléphone portable dans la poche droite de son pantalon avec sa main droite. La vidéosurveillance a filmé le suspect allant vers le centre Lossy. Aux environs de 12h02, le suspect a été enregistré marchant du côté nord du bâtiment du centre Low City avec la même démarche que celle observée précédemment. Le suspect est entré dans le bâtiment du centre Low City par une porte située à l'angle sud-est du bâtiment du centre Low City. Aux environs de 12h15, oui, laissez-moi juste modifier ça ici. Le suspect a été aperçu montant les escaliers vers la zone commune près du bâtiment Lossy Center. Le suspect s'est dirigé vers un petit mur en béton qui sépare la zone commune du toit du bâtiment Low City Center. Aux environs de 12h17, le suspect a escaladé le petit mur et semblait s'accroupir du côté nord du mur sur le toit. Vers 12h22, le suspect s'est levé et a couru sur le toit du Low City Center. Le membre remarquable, observé lors de la surveillance précédente, était absent. Le suspect a couru vers le côté ouest du toit et a semblé se faufiler le long de la zone du toit à mesure qu'il s'approchait du bord du toit. Aux alentours de 12h22, le suspect s'est allongé dans une position correspondant à une position de tir couché près du bord du toit et semblait être tourné vers l'ouest, en direction de la cour. Le toit du bâtiment Low City Center surplombe la cour où se déroulait l'événement avec Charlie Kirk. Le Low Center est à l'est de la cour. Vers 12h23, Charlie Kirk a été blessé par balle. Vers 12h23, la vidéosurveillance montre que le suspect s'est soudainement levé du bord du toit et a couru vers le nord sur le toit du bâtiment Low City Center. Le suspect a couru jusqu'à l'angle nord-est du bâtiment et s'est approché du bord du toit. Le suspect a déposé un objet de couleur sombre sur le toit et a commencé à se laisser descendre du toit. Le suspect a sauté du toit sur la pelouse en contrebas. Il a couru vers le nord, près du parking à l'est du centre-ville bas. Aux environs de 12h24, le suspect a couru vers le nord en traversant la route du campus. Le suspect semblait porter un objet dont l'identité n'est pas claire sur la vidéo de surveillance, donc on ne sait pas s'il s'agissait de l'arme ou non. Au nord de Campus Drive, le suspect a traversé un espace herbeux bordé d'arbres à la lisière du campus de l'EUVU. Les enquêteurs ont découvert une carabine à verrou enveloppée dans une serviette de couleur sombre. La carabine était équipée d'une lunette de visée montée sur le dessus. Les enquêteurs ont relevé des inscriptions gravées sur les douilles retrouvées avec la carabine. Les inscriptions sur une douille tirée disaient « Remarque la bosse, OWO, qu'est-ce que c'est ?» Les 3 douilles non tirées portaient en ces inscriptions « Et fasciste, attrape, une flèche vers le haut, une vers la droite et 3 vers le bas ». Une deuxième douille non tirée disait « Oh bella ciao, ciao, ciao ». Et une troisième douille non tirée disait
Si tu lis ceci, tu es gay, MDR, avant d'aller plus loin. Alors, riche, cela correspond tout à fait non seulement à ce que nous avons entendu lors de la conférence de presse, plutôt aujourd'hui, mais aussi aux images vidéo qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui te frappe le plus jusqu'à présent? Oui, j'ai vu ces images vidéo, comme tu dis. Elles circulent beaucoup et il marche d'une démarche raide, probablement parce qu'il a un fusil dans son pantalon. Il monte sur le toit du bâtiment. Il sort le fusil de son pantalon et maintenant il peut marcher plus librement, puis il s'accroupit et tire. Et il y a ces douilles. Je ne suis pas assez calé pour savoir exactement ce que signifient ces douilles, à quoi elles font référence. Je vois qu'elles pourraient. J'ai vu des rapports disant qu'elles pourraient avoir un lien avec les jeux vidéo, mais je ne sais pas. Mais évidemment, elles intéressent les enquêteurs. Ils ont beaucoup d'images. On vit dans un monde où dès que vous vous promenez sur un campus ou dans un quartier, vous êtes filmé et enregistré partout. Et ils ont rassemblé tout cela pour montrer ce suspect montant sur le toit du bâtiment et apparemment tirant avec un fusil. Et tant de choses sont documentées. Souvent, nous traitons des affaires sans aucune image de surveillance, encore moins de l'attaque. Nous avons tous vu la fusillade, je veux dire, nous l'avons tous vu malheureusement. Mais pour apparemment suivre les déplacements du tireur, ils en ont parlé lors d'une conférence de presse, hier, mais pour la voir réellement en détail, c'est-à-dire, et nous savons que la vidéo a été, nous savons que l'image de cette personne d'intérêt, de ce suspect, a été diffusée hier. C'est très important pour les procureurs. Oui, eh bien, écoutez, c'est un crime très médiatisé, très horrible. C'est une situation où tout le monde doit se mobiliser. Ils ont fait du porte-à-porte pour récupérer toutes les vidéos possibles. Nous avons vu des cas où ils enquêtent trop tard et la vidéo est perdue. Donc ici, ils l'ont obtenue tout de suite. Vous savez, ils étaient là le jour même, le lendemain, faisant le tour du quartier, rassemblant toutes les images vidéo qu'ils pouvaient trouver pour éclaircir la situation. Et ça a porté ses fruits. Ils ont obtenu des photos, ils ont obtenu des vidéos. Ils ont aussi mentionné que les enquêteurs ont trouvé une empreinte de chaussure sur le rebord du toit à l'angle nord-est du bâtiment Loss Center. L'empreinte de chaussure a été trouvée près de l'endroit où le suspect est descendu du toit. L'empreinte de chaussure correspond aux caractéristiques de la semelle d'une chaussure Converse Chuck Taylor. Ils ont également parlé hier des empreintes de l'avant-bras, des empreintes de paume. Je crois que cela a également été envoyé pour analyse. Ils veulent sûrement vérifier si cela correspond à Robinson. À noter, comme je l'ai dit à Ellie Honig hier, cela a eu lieu avant l'arrestation. Responsabilité légale. Vous savez, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est si l'université, et vous êtes avocat en procès civil, si l'université encourt une quelconque responsabilité ici. Hier, lors d'une discussion privée, des inquiétudes et des questions sur un possible relâchement de la sécurité ont été soulevées. Est-ce que les billets étaient vérifiés? Y avait-il un manque réel de détecteurs de sécurité? Mais cela semblait être à l'extérieur, non? Donc sur le toit. L'école pourrait-elle être responsable ici? Eh bien, potentiellement, cela va être examiné de très près. Chaque aspect de cette affaire va être examiné de très près pour déterminer si quelqu'un d'autre est responsable, si quelqu'un d'autre est impliqué et si quelqu'un d'autre pourrait être fautif, que ce soit parce qu'il aurait dû être remarqué en arrivant sur le campus ou en montant sur le toit d'un bâtiment. Est-ce que quelqu'un aurait dû voir cela? Y avait-il une sécurité adéquate pour un événement qui non seulement accueillait un intervenant de renom, mais aussi des centaines d'étudiants et d'autres personnes présentes? Y avait-il une sécurité adéquate? Je ne connais pas les réponses à ces questions, mais elles vont être posées. Nous avons évoqué hier une possible plainte pour décès injustifié ou négligence par la famille de Charlie Kirk, ainsi que l'impact sur les témoins de cet événement traumatisant. On évoque souvent la détresse émotionnelle, mais je veux changer de sujet puis y revenir. Donc, il est indiqué que dans la soirée du 11 septembre 2025, un membre de la famille de Tyler Robinson a contacté un ami de la famille qui a ensuite prévenu le bureau du shérif du comté de Washington avec des informations selon lesquelles Robinson leur avait avoué ou laissé entendre qu'il était l'auteur de l'incident. L'information a été transmise au bureau du shérif du comté d'Utah et aux enquêteurs de l'UVU. Encore une fois, cela correspond tout à fait à ce que nous avons entendu lors de la conférence de presse aujourd'hui. Cette information a également été transmise au FBI.
Les enquêteurs ont examiné d'autres images de vidéosurveillance de l'EUVU et ont identifié Robinson arrivant sur le campus de l'EUVU dans une Dodge Challenger grise vers 8h29 le 10 septembre, où il est vu sur la vidéo portant un t-shirt uni bordeaux, un short clair, une casquette noire avec un logo blanc et des chaussures d'éclair. Lorsque les enquêteurs ont rencontré Robinson en personne dans le comté de Washington le 12 septembre tôt le matin, il portait des vêtements correspondant à ceux vus sur les images de vidéosurveillance. Waouh, Rich, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant et tu sais, si c'est vrai, c'est surprenant qu'il n'ait pas changé de vêtements plus rapidement. Et ensuite, il est dit que les enquêteurs ont interrogé un membre de la famille de Robinson qui a déclaré que Robinson était devenu plus politisé ces dernières années. Un membre de la famille a évoqué un incident où Robinson est venu dîner avant le 10 septembre 2025. Et lors d'une conversation avec un autre membre de la famille, Robinson a mentionné que Charlie Kirk allait venir à l'UVU. Ils ont parlé des raisons pour lesquelles il ne l'aimait pas et des opinions qu'il avait. Le membre de la famille a aussi dit que Kirk était haineux et diffusait la haine. Le membre de la famille a également confirmé que Robinson avait une Dodge Challenger grise. Les enquêteurs ont identifié le colocataire de Robinson. Les enquêteurs ont interrogé le colocataire qui a déclaré que son colocataire, en parlant de Robinson, avait fait une blague sur Discord. Les enquêteurs lui ont demandé s'il accepterait de leur montrer les messages sur Discord. Il l'a ouvert, a montré plusieurs messages aux enquêteurs et leur a permis de photographier l'écran au fur et à mesure que son colocataire affichait chaque message. Ces photos incluaient divers messages, dont les échanges entre le contact téléphonique Tyler, avec emoji, sur l'appareil du colocataire de Robinson. Le contenu de ces messages, qui change ici, comprenait des messages associés au contact. Tyler a dit devoir récupérer un fusil laissé dans un buisson à un point de dépôt, mentionnant des messages sur la surveillance de la zone et le fait que le fusil était enveloppé dans une serviette. Les messages font également référence à la gravure de balle, à la mention d'une lunette et au fait que le fusil est unique. Les messages du contact Tyler mentionnent également qu'il avait changé de tenue. D'après les preuves détaillées dans cette déclaration, je crois qu'il existe des motifs raisonnables de penser que Tyler Robinson a commis les crimes de meurtre aggravés en tirant sur Charlie Kirk dans des circonstances qui ont mis de nombreuses personnes autour de lui en grave danger de mort, de décharge illégale d'une arme à feu et d'entrave à la justice pour avoir déplacé et caché le fusil supposé avoir été utilisé lors de la fusillade. D'accord, Rich, je veux d'abord aborder ce point. Tu vois maintenant pourquoi il est accusé de meurtre aggravé. Une loi d'aggravation est mentionnée. Ils disent que tu peux avoir ça à cause d'une infraction capitale, non? La plus grave infraction dans l'Utah serait que cela représentait un danger pour les autres dans la foule, même s'il n'y a eu qu'un seul coup de feu tiré sur Charlie Kirk. Oui, je pense que c'est pour ça que c'est inclus. Et ça concerne aussi la question de la caution. Il pourrait y avoir d'autres moyens d'aggraver cela en fonction de la nature capitale du crime. Je devrais examiner le texte de loi en question, mais le fait que cela semble avoir été motivé politiquement pourrait aussi être pertinent. Mais oui, tirer essentiellement dans un événement bondé, c'est très dangereux. Et cela vous expose probablement à des peines aggravées. Et l'une des choses dont j'ai parlé avec Ellie hier était l'idée d'une éventuelle accusation de terrorisme. Quelle était la Finalité de... Cela? Étaient-ce les mêmes autres personnes? Oui. Oui, c'est ce que je voulais dire en parlant de politique. Vous savez, si les faits montrent que le but de cela était lié à ce que Charlie Kirk avait à dire et à un effort pour faire taire les personnes partageant ce point de vue, alors cela pourrait être considéré comme une forme de terrorisme. Et c'est comme Mangionnet. L'une des façons dont les procureurs ont essayé d'aggraver cette accusation, c'est que, même s'il est accusé d'avoir simplement tiré et tué Brian Thompson, il s'agissait d'une activité intrinsèquement dangereuse qui présentait un risque pour d'autres personnes. Vous savez, il y avait un passant à proximité. C'était en plein milieu d'une rue publique. Donc, cela semble cohérent. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont cela ressemble à Mangione. Et j'ai pensé à toutes les personnes qui soutiennent Mangione parce qu'elles n'aiment pas la personne qui l'aurait prétendument abattu. Et j'ai pensé que c'est là que ce genre de raisonnement mène. Cela conduit à la mort de plus de personnes. Tu envisages aussi une possible annulation du verdict par le jury?
Si cela avance vers des accusations formelles et vers un procès devant jury, est-ce qu'il sera difficile de constituer un jury à cause? Malheureusement, enfin, il suffit de regarder ce qu'on voit en ligne en ce moment, des gens qui, je ne sais pas quel est le mot, minimisent l'idée qu'un être humain a été abattu de sang-froid. Oui, il y a un peu de ça en ligne, mais je pense que tu as beaucoup plus de chances d'obtenir une annulation du verdict par le jury quand la victime était le président-directeur général d'une compagnie d'assurance. Que Quand la victime était un jeune avocat célèbre, même s'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas sa façon de défendre, j'ai du mal à croire que tu pourrais obtenir une annulation du verdict du jury dans ce cas. Je veux dire, vraiment, j'espère vraiment que tu n'y arriveras pas, bien sûr. Et quand on parle de ça, c'est essentiellement qu'un jury décide de l'affaire, non pas sur la base des faits ou des preuves, mais selon ses propres opinions personnelles, ses émotions. C'est aussi une question de sélection pour obtenir un jury juste et impartial. Nous allons un peu plus loin ici parce que l'une des choses que je voulais dire, vous savez, cela l'amplifie aussi. Je veux encore aborder quelques documents, mais cela prouve que des gens se sont manifestés, n'est-ce pas? Ils ont signalé cela à la police. Vous avez une prétendue confession. Non seulement vous parlez de témoins particulièrement importants pendant ce potentiel processus judiciaire, ce procès, mais si ce n'était pas pour eux, serait-il encore potentiellement en liberté en supposant qu'il ait fait cela? Donc nous ne savons pas. Nous ne savons pas si les forces de l'ordre se seraient concentrées sur lui parce qu'ils ont fait une vidéo. Ils avaient des impressions. Ils auraient peut-être pu le retrouver avec le temps. Mais oui, un membre de la famille et il semble qu'il y ait un colocataire qui a été utile dans l'enquête. Cela a au minimum permis que cela se produise beaucoup plus rapidement que cela n'aurait pu se produire autrement. Il nous reste quelques documents ici. L'un d'eux est une ordonnance qui a été signée par le juge Sean R. Howell. C'est une ordonnance de détention sans caution fondée sur la déclaration de Brian Davis, l'officier déjà mentionné qui a procédé à l'arrestation. Le magistrat Understein conclut qu'il existait un motif raisonnable pour l'arrestation sans mandat de Tyler James Robinson. L'infraction est un crime capital et le tribunal juge les preuves substantielles pour soutenir l'accusation. Par conséquent, le tribunal ordonne que Tyler James Robinson soit détenu sans possibilité de libération sous caution. Et pour compléter cela, il y a un rapport d'évaluation de la sécurité publique. Ça ressemble à ceci, d'accord? Et il explique comment l'accusation de meurtre aggravé correspond à ce qu'ils appellent PRL 5 en rouge. PRL 5 précise que si les conditions légales sont réunies, la détention sans caution est requise. En cas de libération, des conditions strictes et ou une caution sont recommandées. Il juge cela assez grave pour refuser la libération sous caution. D'accord, et j'ai examiné cette évaluation, et selon celle-ci, il n'a pas de précédent, aucune condamnation criminelle ou délictuelle antérieure. Donc en réalité, rien d'autre n'aurait justifié de le détenir sans caution, à part la gravité du crime. Si vous êtes accusé d'avoir tiré dans une foule comme ici, vous serez détenu sans possibilité de libération sous caution. Il n'aurait jamais pu l'obtenir. Oui, tu as raison. Il s'agit de facteurs de risque. Âge, à l'événement et à l'arrestation, 22 ans. Infraction violente actuelle, oui, mais pas si 20 ans ou moins. Accusation en cours au moment de l'infraction? Non. Condamnation préalable pour délit? Non. Condamnation préalable pour crime? Non. Condamnation antérieure? Non. Infraction violente antérieure? 0. Défaut de comparution au cours des 2 dernières années? 0. Défaut de comparution antérieure de plus de 2 ans? Non. Peine d'incarcération antérieure? Non. Vous savez, l'une des choses intéressantes à propos de cela, c'est qu'il n'est pas le premier prévenu, suspect, à être accusé de l'infraction la plus grave que nous ayons dans nos lois, n'est-ce pas? C'est son premier crime apparent. Cela ne vous choque-t-il pas toujours? On dit souvent que ce n'est pas toujours une progression vers le meurtre ou lié à un passé criminel. Parfois, quand Les gens commettent... un crime, c'est le pire de tous. Ça arrive trop souvent pour encore me choquer. Il n'y a aucun moyen fiable de savoir qui va commettre un crime comme ça. On ne peut pas se baser sur le nombre de fois où ils ont eu des ennuis avec la loi ou sur leur milieu socio-économique ou l'un de leurs traits spécifiques ou leur race ou leur religion. Il n'y a rien qui pourrait vraiment vous dire que quelqu'un ferait quelque chose d'aussi odieux et d'aussi en dehors des normes du comportement humain que ce genre de crime.
Oui, c'est intéressant. Avant de conclure, attendiez-vous à une arrestation si rapide? Je trouve cela fascinant. Quand la conférence de presse a eu lieu hier, j'ai été surpris qu'ils aient autant d'informations sur le tireur présumé, n'est-ce pas? Ils ont évoqué la chronologie, les images de vidéosurveillance et les empreintes de paume. Et puis, vous savez, il y avait de la désinformation ou des informations confuses sur qui était appréhendé et à quel moment. Mais je pense qu'il a fallu un peu plus de 30 heures pour qu'ils puissent procéder à une arrestation. Je ne savais pas à quoi m'attendre, et je vais te dire ceci, Jesse. Ce sont les premiers commentaires publics que je fais à propos de cette situation. Je n'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux. Je n'en ai pas parlé sur YouTube ni ailleurs, en partie parce que je ne pensais pas avoir assez d'informations pour comprendre ce qui se passait. Et j'ai vu beaucoup de gens spéculer sur qui aurait pu faire ça, pourquoi il l'aurait fait ou quel genre de personne cela pouvait être. Et j'ai trouvé cela absolument scandaleux. Et je n'ai toujours pas assez d'informations pour savoir avec certitude si c'est la bonne personne ou pourquoi ce crime a été commis. Mais nous avons bien plus d'informations. Donc je n'avais aucune idée du moment où cette personne serait arrêtée parce que je ne savais pas si c'était quelqu'un du coin. Je ne savais pas si c'était quelqu'un d'étranger. Je ne savais pas qui c'était. Et j'espère qu'ils ont trouvé la bonne personne. Il y a encore beaucoup de questions à ce sujet, sur le moment où cela s'est produit, quand il a été abattu, comment il a été abattu, ce suspect. Donc, nous en sommes aux premières étapes de cette affaire. Et encore une fois, nous pourrions analyser les choses en toutes sortes de sauces et les choses en temps réel comme ceci, parce que cela vient juste de sortir. Merci Rich Schoenstein, ravi de vous voir. Ravi de vous voir, Jesse Weber. Merci à tous d'avoir participé à Sidebar aujourd'hui. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou ailleurs. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. À bientôt!